Aujourd'hui, nous allons voir Small City, l'édition Deluxe d'Alban Viard. Alors, Small City est un jeu qui est paru en 2015, mais alors pas sous cette forme-là, mais sous celle-ci. Donc, une grosse boîte qui avait une finition un peu proto. C'était de l'auto-édition avec des tuiles très très fines. Ça faisait très prototype. Et donc, comme ce jeu est vraiment très bien, c'est donc une création de ville, un peu un SimCity d'ailleurs, même pas un peu, complètement. Et bien, il en a refait une édition, là, tout récemment en 2023, pour la sortie du jeu. Qui est tout de suite évidemment d'un niveau un petit peu plus élevé qualitativement par rapport au matériel. Donc dans Small City, comme dans l'ancienne version, vous verrez les règles sont quasi identiques, je pense qu'elles le sont même. Nous allons donc bâtir une ville, je vous ai dit, comme dans les SimCity. Ce jeu est très bien, ce jeu est très bien fait, c'est vraiment un énorme casse-tête de construire une ville, vos neurones vont chauffer et c'est très amusant parce que tout est hyper thématique. Chaque action est complètement liée à toutes les autres que vous allez faire dans la construction de votre ville, c'est très logique, et il va falloir bien réfléchir, et c'est très amusant, vous attaquez la partie en vous disant ok je fais ci, je fais ça, je fais ci, ça va bien marcher, et quand vous commencez à devoir choisir, vous faites oula mais attends tous les impacts que ça a, faut bien que je réfléchisse. Donc un jeu très malin, dans lequel les erreurs se payent assez cher, donc il va falloir être bien concentré. En sachant que sur cette version, vous avez aussi une extension. Alors, il y en a eu des extensions sur la première version de base. Je vous en parlerai un petit peu, je ne détaillerai pas complètement, mais vous verrez de quoi il retourne sur ces extensions. Alors, voilà le petit plateau principal de ce Small City, mais en fait, c'est parce que tout va se passer sur le plateau personnel de chaque joueur. Alors, on a quand même ici 2 pions, chaque joueur. Alors, vous voyez, vous avez des lignes ici avec des emplacements ronds, ce n'est pas pour rien, ce sont des bonus, on y viendra un petit peu plus tard. Évidemment, une piste de score, alors elle va en 50 points, mais il faut savoir qu'il y a plein de petits jetons 50 qui nous permettront de faire bien plus de 50 points, bien évidemment, voilà, on a des petits jetons 50, on pourra faire bien plus. Donc ici, vous verrez, vous avez à la fin de chaque manche une petite zone qu'on va utiliser, mais surtout là, vous avez le résumé de tout ce qui se passe dans une manche. Des manches, regardez, il y en a 8, que je vais marquer avec ce joli petit marqueur ici. Voilà, vous avez 8 manches, et à chaque manche, nous allons donc faire ces 8 étapes. Alors, je vous ai dit, tout se passe sur notre plateau personnel. Alors ça, c'est notre future ville, en fait, c'est la zone où on va construire nos bâtiments, et ça c'est une piste de pollution, tout simplement. Alors il faut savoir qu'on met un marqueur ici, parce qu'en fait au début on ne peut construire sa ville que dans ce carré là que je vous montre, et donc ce marqueur là, on va pouvoir le décaler, comme vous le voyez, de façon à agrandir dans les deux sens la zone où on va pouvoir construire notre ville. C'est très important, faites attention, dans notre partie, quelqu'un fait une erreur, s'est mis à construire ici par exemple, alors qu'elle n'avait pas augmenté, et donc c'était interdit. Donc faites bien attention quand vous construisez. La piste de pollution, c'est bien simple, on a 2 jetons, on commence à 0, on n'a pas pollué, et on va monter, ça ce sont les dizaines et ça ce sont les unités. Voilà, si j'ai 21% de pollution, je suis comme ça, tout simplement. Alors la pollution, vous en doutez, c'est mal et ça va être complètement négatif. En tout cas, tout va se construire là. Alors là, je vous montre le plateau de base. Il faut savoir que vous avez de l'autre côté un plateau où c'est un peu plus resserré, un peu plus difficile. Et puis surtout dans l'extension, vous avez plein de plateaux de villes différentes avec des rivières, des montagnes. Il y avait même des villes asiatiques qui sont refaites. Enfin, il y a beaucoup de variations dans les extensions. En tout cas, on va construire encore une fois sa ville ici. Et pour ça, vous verrez, nous avons plein de tuiles à la mode Tetris que nous allons poser. Ça, ce sont par exemple des bâtiments résidentiels. Bon, celle-là, vous n'êtes pas prêt de la construire. Vous avez des bâtiments résidentiels, on va les poser comme cela, bien évidemment en respectant des règles. Et ces règles vont donner une très chouette allure à votre ville. Alors thématiquement, en fait, on a chacun un quartier, un arrondissement de la ville, et on va être élu maire de cet arrondissement. C'est à ça que ça correspond, et les points de victoire sont des votes promis par nos futurs électeurs. Alors en sachant, donc encore une fois, là, on a la piste de victoire, on a les 8 manches, et ici, toutes les étapes. On va construire, donc avec ces tuiles, alors là, je vous montre juste les tuiles résidentielles, mais vous allez voir, il y a plein de types de bâtiments différents. Comment ça fonctionne exactement au cours d'une manche? Si je vous survole la façon dont cela fonctionne. Alors, toutes les étapes, faut bien les suivre, vraiment, ne faites pas de raccourcis après 1 ou 2 tours en me disant c'est bon on a compris, non, faites pas de raccourci, je vous le conseille, suivez bien toutes les étapes. Donc première chose, ça c'est quoi? Ça c'est le maire de la ville, et en fait il faut savoir que c'est aussi le pion premier joueur. Donc le premier joueur qui va pouvoir choisir, en fait les autres joueurs, vous allez le voir, vont placer le maire dans sa ville. Alors c'est embêtant, oui c'est embêtant parce que ça va lui bloquer pour cette manche un endroit pour construire. Oui mais il est premier joueur, alors il est embêté par les autres mais il est premier joueur, donc il y a du positif et du négatif. Ensuite on va gagner des bonus. Alors dans ce jeu vous allez voir, à chaque manche on va gagner 2 bonus qui sont très précieux, un en début de manche, un en fin de manche. Donc, en premier, on va choisir un bonus. Alors, vous allez voir, il y a une interaction entre les joueurs assez forte ici pour choisir le bonus avec une petite règle très simple, mais très bien faite et rigolote. Donc ça, c'est très bien. Première chose, je me prends un bonus pour toute la manche qui va m'aider dans cette manche en fonction des schémas stratégie, à ce moment-là du jeu. Deuxième étape, on construit. Donc, on va construire ces choses-là. Alors ça, on a 2 solutions. Soit on construit 3 bâtiments, et pas plus. Soit on n'en construit qu'un seul, mais par contre, on a le droit à ce moment-là d'agrandir, le terrain sur lequel on construit sa ville. Donc soit
un bâtiment et on agrandit, soit 3 bâtiments et on n'agrandit pas sa zone. Ça, c'est la deuxième chose, donc c'est le gros morceau. On le fait tous en même temps, ça, hein, donc ça fait qu'on réfléchit tous en même temps, on prend les tuiles, on les pose, vous verrez, je vous expliquerai, et on commence à construire sa ville, 3 bâtiments ou un seul, je le répète, en décalant pour agrandir la zone où on construit sa ville. Autre chose, on arrive ici, que fait-on? Eh bien, une fois qu'on a construit des bâtiments, on va déplacer nos citoyens. Eh bien oui, une ville dans laquelle il n'y a personne, ça n'a aucun intérêt. Et donc, oups, nous avons des citoyens qui visiblement n'aiment pas le maire. Nous avons des citoyens comme ceci, alors on en a 19, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui vont pouvoir venir dans notre ville pour la peupler, y travailler, voter pour nous, etc. Donc en tout cas, cette phase-là, après les constructions, c'est la phase de déplacement des citoyens, parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger, ils vont parfois faire des courses dans les centres commerciaux, nous rapporter de l'argent, parfois dans les usines pour travailler, nous rapporter des ressources, parfois se reposer un petit peu et voter pour nous et nous rapporter des points de victoire, vous verrez, mais en tout cas c'est à cette phase-là. 1, je construis, 2, je déplace les citoyens dans tout ce que j'ai construit pour gagner ressources, argent et points de victoire. Ensuite, justement, ressources, argent et points de victoire, c'est la phase suivante. Ici, zone commerciale qui me rapporte de l'argent, zone industrielle qui vont me rapporter des ressources. On va voir ça. Ça, vous verrez dans un instant ce que c'est. Donc, en fonction de ce que j'aurai fait là, eh ben, je vais gagner des choses. Et c'est fondamental de gagner ces ressources. Donc, je construis en fonction de mes constructions, je vais pouvoir déplacer mes citoyens. En fonction d'où sont placés mes citoyens, je vais avoir des ressources et de l'argent. Vous voyez comme tout est intriqué, hein. Et ça se fait bien dans cet ordre-là. Alors ça, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est les votes. Vous verrez, les points de victoire. On gagne aussi les points de victoire à chaque manche à ce stade-là. Puis la stade suivant, c'est quoi? C'est la pollution. Je vous en ai parlé. En fonction de vos citoyens, de la production industrielle, vous polluerez l'environnement. Et donc, vous aurez ici votre pollution qui va grimper à chaque manche. Ou pas. Vous allez voir, vous avez un moyen d'empêcher la pollution de grimper, mais ça demande de l'investissement. Alors la pollution, c'est mal. Alors oui, c'est mal, parce que vous verrez, très vite dans la partie, au bout d'un moment, la pollution fait mourir vos citoyens. Alors là, si vous perdez vos citoyens, c'est vraiment pas terrible. Autre chose est il faut bien l'avoir en tête. La pollution, c'est des points de victoire négatifs en fin de partie. C'est bien simple, vous finissez avec 30% de pollution dans votre ville en fin de partie, c'est moins 30 points. Ah oui, c'est pas négligeable. Alors, ça dépend évidemment des autres. Il faut voir ce que font les autres joueurs. Hein. Alors, il faut savoir que dans notre partie, les 2 joueurs qui ont pas mal pollué, bon, l'un il est monté à 40 même, l'autre il était à 30, c'était moi en l'occurrence, je crois 25 ou 30, et ben en fait on a perdu, alors qu'on était bien devant en point de victoire, parce que la 3e joueuse, elle, a quasiment pas pollué, elle était à 9 ou 10%. Alors elle s'est beaucoup moins développée, parce que quand on ne pollue pas, on se développe beaucoup moins, mais par contre, comme la pollution c'est un point de victoire en moins pour chaque point de pollution, elle a finalement gagné dans sa ville qui était si saine. Je vous ai dit que le jeu est très thématique. Donc la pollution, attention, il faut vraiment pas trop en faire, vous verrez comment on peut lutter. Après, c'est cette zone-là, ça, hein, c'est que je vais pouvoir bouger mes pions, vous voyez les petits cercles là un peu partout, pour tout de suite prendre un bonus de fin de manche. Bonus de début de manche, bonus de fin de manche. Et aussi qui est très important. Enfin, dernière chose, là il y a ça parce que on fait avancer le compte tour, hein, tout simplement. Et puis le maire, il va bouger, donc le premier joueur change de joueur comme dans beaucoup de jeux. Vous verrez, il y a une petite règle pour ça aussi, ça se fait pas aussi simplement. Alors ça peut être simple, vous allez voir dans un instant. Donc au bilan, nous allons construire notre ville avec toutes ces phases-là, bonus de début, bonus de fin, construction dans notre quartier des tuiles. Là où on a construit, on va pouvoir faire bouger nos citoyens en fonction de ce qu'on a construit juste avant. Une fois qu'ils ont bougé, les citoyens qu'on a bougés vont nous rapporter de l'argent, des ressources et des points de victoire sous forme de vote, ici. Enfin, on regarde avec tout ce que l'on a fait, combien on a pollué notre quartier, pouf, on monte en pollution. Éventuellement, vous verrez, des citoyens meurent parce qu'ils s'est trop pollué. Et puis, ce sera des points de victoire en moins, comme je vous l'ai dit. Et enfin, bonus de fin de manche, il va falloir bien calculer parce que c'est très important ces bonus-là et on est reparti pour un tour x8. Alors comme je vous le disais, on a des ressources. Alors d'abord, on a de l'argent. Alors l'argent, c'est sous forme de billets, hein, comme ceci. Alors c'est beaucoup mieux que le matériel du début de la première édition, je vous le garantis. Hein. Là, on a des jolis petits tas de paquets de billets de 1, de 5 ou de 25, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis je vous ai dit, ensuite, on a des ressources. Et les ressources, ça va être assez simple. Il n'y en a que 3, donc ce n'est pas très compliqué. Donc c'est du bois, de la pierre et du fer, du métal. Alors soyez prudents parce que vous voyez le métal c'est en bois, hein. C'est très grand et c'est très fin, donc du coup moi quand j'ai reçu ma boîte, ma foi j'ai un métal qui était cassé. Alors mettez pas les deux bouts parce que les ressources ici sont limitées, c'est-à-dire que si à un moment dans la partie il n'y en a plus en stock, il n'y en a plus. Il faut attendre que ça revienne et que les joueurs les consomment. En tout cas ça ce sont les ressources dont je vous ai parlé. Argent, bois, fer et pierre, pardon. Et bois, pierre, fer pour le faire dans l'ordre.
Alors, quand on commence la partie, que fait-on? Première chose très importante, j'ai calé ça un peu pendant 2 minutes, vous allez voir, on va choisir des cartes objectifs. Alors, les cartes objectifs, vous en avez 3 types. Ceux avec marqué 18 en haut, là, celles, pardon, qui sont marquées avec 12, voilà, et celles qui sont marquées avec 6. Alors, c'est très simple, en fait, en début de partie, chaque joueur, secrètement, bien évidemment, va en tirer une 18, une 12 et une 6. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, ce sont des points de victoire, des votes. Quand vous avez une main comme ça, c'est que ce sont des gains de vote. Et c'est des promesses électorales que l'on fait. Là, pour gagner 18 points, si vous voulez les gagner, eh bien, va falloir faire ça dans la partie. En sachant que si vous ne le faites pas et qu'en fin de partie, vous n'avez pas réussi, vous perdez 12 votes, 12 points. Bah oui, hein, vous avez fait une promesse, vous n'avez pas tenu. Ensuite, ici, vous voyez, si vous faites ça, c'est 12 points de victoire fin de partie, 12 votes, ou moins 6 si vous ne le faites pas, et enfin 6 et moins 3. Alors, en théorie, encore une fois, on va se retrouver avec des choses de plus en plus dur au fur et à mesure où on va vers plus de points. Alors malheureusement dans la règle, ces cartes ne sont pas décrites. Alors ça c'est très dommage, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas décrites. Heureusement sur BGG vous trouverez un post sur Small City où un joueur a un listing, bon en anglais mais c'est facile à comprendre, de toutes ces cartes parce qu'elles ont un petit numéro. Donc je ne sais pas pourquoi il n'y a pas ce listing des cartes, c'est vraiment très dommage. Donc encore une fois, voilà 18 points. Alors pour vous montrer des petits exemples, parce que j'ai vu passer, voilà, par exemple, celle-là, vous voyez, c'est une 12. Si vous finissez avec moins de 15% de pollution, eh ben, vous aurez 12 points, sinon c'est moins 6. Alors, vous allez faire peu de pollution, mais vous allez peu produire, donc ça va être tendu. Vous voyez, regardez ça, c'est une 18, complètement à l'opposé. Ben, si vous faites plus de 40% de pollution, vous marquez 18 points. Alors, 40% de pollution, c'est moins 40 points, hein. Oh, alors 18, 40, la différence est 22, donc faites moins 22 points. Bah oui, mais si vous polluez énormément votre ville, ça veut dire que, enfin si vous vous arrêtez à 40 d'ailleurs, ça veut dire que vous allez beaucoup produire. Donc si vous partez là-dessus, il va falloir être efficace. Donc dans cet exemple d'ailleurs, ça en première partie c'est jouable, ça me paraît difficile. Il faut vraiment bien maîtriser le jeu pour être hyper efficace et polluer beaucoup, mais alors produire énormément de points pendant la partie, donc ça me paraît difficile. En tout cas, vous choisissez 6, 12 ou 18 points, vous prenez une des 3 cartes que vous avez sélectionnées, et vous ferez ces points-là si vous arrivez à le faire. Donc à vous de voir, si vous cherchez beaucoup de points mais avec un truc vraiment difficile à faire, ou si vous assurez un peu, et vous faites des choses un petit peu moins difficiles à faire. Mais ça, évidemment, ça guide votre partie, hein. En tout début de partie, on a ces cartes-là, ça va terriblement la guider, votre partie. Allez, on commence. Le premier joueur, ici, donc il va avoir le pion maire. D'abord, bon, en tout début de partie, il a un peu moins d'argent que les autres, hein, comme d'habitude. Donc les autres joueurs vont décider ensemble où ils placent le maire. Alors le maire, on le place comment? Alors vous voyez, comme vous avez bien compris, comme c'est du Tetris, on va les placer sur les cases, hein, nos bâtiments. Et ben on va placer le maire à cheval sur 2 rues, c'est-à-dire les traits, en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est important de le choisir ensemble, hein, tous les autres joueurs, pour l'embêter le plus possible, parce qu'à cette manche-là, le joueur ne pourra pas construire dans ces 2 cases où est posé le maire. Donc ça peut être très embêtant. En tout début de partie, c'est pas gênant, parce que bon, on a la place, quoi, hein, on verra bien ce qu'on fait. Par contre, quand la partie avance, on peut vraiment se faire embêter en posant le maire. Alors après, on est premier joueur, ceci dit. Donc ça, c'est toujours la toute première chose que l'on va faire lors d'une manche. Ensuite, on va sélectionner le bonus. Alors pour ça, on a des cartes bonus. Au début de chaque manche, j'ai bien dit chaque manche, hein, on les mélange. Et on va les poser comme je suis en train de vous le faire, là, comme ceci. Voilà. On les pose comme ça et on va tous sélectionner un bonus. Alors les bonus sont écrits en haut, alors vous allez voir pourquoi, mais il est important, l'ordre des cartes là est important, donc c'est pour ça qu'on remélange à chaque manche, de façon à ce que la disposition des cartes soit différente à chaque manche. En fait, le premier joueur va choisir un bonus. Mettons que je dise, ce premier joueur-là, voilà, premier joueur dit, ah ben moi, à cette manche-là, ce bonus-là qui est ici m'intéresse. En gros, vous avez discuté avec le Gus, là, et puis il va vous permettre ça. Je pose mon jeton là, j'aurai ce bonus. Le deuxième joueur qui arrive, qu'est-ce qu'il peut faire? Choisir un bonus, mais pas le même, bien sûr. Quand on prend un bonus, on l'a que pour nous, pas pour les autres. Il va pouvoir choisir un des 2 bonus qui est à côté. Ça ne lui coûte rien. Par contre, s'il commence à s'éloigner, il vient ici, là ça lui coûte 1 $ pour pouvoir prendre un de ces 2 bonus éloignés de 1. Vous avez compris, s'il vient ici, il est éloigné de 2, il doit payer 2 $. Et s'il vient ici, il est éloigné de 3 et il doit donc payer 3 $. Voilà, alors mettons que le deuxième joueur, lui, voulait à tout prix ce bonus. Bon, le premier joueur s'est mis là, il n'est pas très content, il se met là, il paye 1 $. Le troisième joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Pareil, sauf qu'il va prendre comme point de départ le pion du joueur qui vient de jouer avant lui. Donc pour le troisième joueur, c'est ces 2 cartes-là qui sont gratuites, celle-là et celle-là qui coûtent 1, et oui, on saute les cartes déjà occupées, et ces 2-là qui coûtent 2. Alors ok, vous n'êtes pas premier, mais vous voyez, ça vous coûte un peu moins cher de vous éloigner, mais par contre, il y a déjà 2 actions de prise. Donc il va se poser, mettons, sur celle-là, et si on joue à 4, et bien vous avez bien compris, si c'était mis là, le troisième joueur, le quatrième joueur pouvait se mettre là,
pour 1 dollar, tout simplement, ou bien non, pardon, là, gratuitement, je commettais une erreur, donc s'il est là, il se met gratuitement ici, ou bien il se met là pour 1 dollar, ou il se met là pour 2, mais évidemment, c'est moins cher, mais il a moins de place. En tout cas, on saute dans le comptage du coup qu'ont les cartes quand on s'éloigne du dernier joueur qui a posé avant nous, on saute les cartes où il y a déjà un pion. Carte que l'on ne peut pas utiliser bien sûr, mais du coup qui ne nous coûte pas d'argent à sauter. Donc c'est plutôt bien, mais d'un autre côté, on a moins de choix. Donc vous voyez, ce petit système-là est très rigolo, parce que quand vous allez vous poser, bon, premier choix, ça sera le bonus. Vous irez vers votre bonus, même si vous voyez qu'à côté ça arrange les autres. Si vous avez vraiment besoin de ce bonus, vous allez le prendre. Mais parfois, vous aurez peut-être deux bonus, vous hésitez, vous prendrez celui qui gêne le plus les autres, parce que regardez, il y a cette carte-là, celle-là, c'est aller discuter avec l'opposant, ce qui est toujours stérile, et lui, il vous donne aucun bonus. Donc si vous posez là, bah, vous posez là, quoi, hein, mais vous avez absolument rien gagné. Alors même si je suis pas encore rentré dans les détails, je peux tout vous les expliquer, parce que vous allez voir, hein, c'est assez simple. En fait, il faut savoir juste que les bâtiments, je vous ai dit, il y a différents types de bâtiments, et la seule chose à savoir pour comprendre ces cartes, c'est que parmi tous les bâtiments, il y a des bâtiments dits culturels. En fait, tous les bâtiments, vous verrez, vous coûtent de l'argent à construire, mais les bâtiments culturels vous coûtent des ressources, pierre, bois et fer. Donc c'est un petit peu différent. Les bâtiments culturels qui sont indispensables, c'est des ressources, tous les autres bâtiments, c'est de l'argent pour pouvoir les construire. Bon, bah regardez les bonus. Ici, pour chaque construction que vous allez faire, vous payerez 1 dollar de moins. Je vous ai dit que ça vous coûte de l'argent. Avec un minimum de 1, hein, vous ne pouvez pas payer 0, hein, si ce serait trop facile. Donc ici, regardez, je vous ai dit que les usines, quand elles vont produire, vos usines, elles vont produire de la pollution, ce qui n'est pas bien. Et bien, avec lui, toutes vos usines qui produisent à cette manche ne produiront pas de pollution. Alors vous verrez, vous en produirez quand même, mais par contre, pas avec vos usines. Ici, les bâtiments, un seul, c'est pour ça qu'il est marqué x1 là, un seul des bâtiments culturels que vous construirez à cette manche vous coûtera une ressource de moins. C'est le pendant de ça pour les autres tuiles. Ça ne marche en dollars que pour les autres, pas pour les bâtiments culturels. Ça, c'est pour les bâtiments culturels. Ça, je le répète, c'est tous les bâtiments que vous construirez à cette manche. Là, c'est qu'un seul bâtiment culturel où vous avez la réduction. Ici, c'est quoi? C'est vous pouvez immédiatement bouger votre pion là, sur ces zones-là, et immédiatement prendre le bonus en le payant. Alors vous verrez, on a plein de bonus, mais ils sont payants. Bon bah si vous prenez ça, vous bougez votre pion, vous prenez le bonus, et vous payez. Et vous le referez en fin de manche. Donc grâce à cette action, au final, vous allez faire 2 fois le bonus de ce plateau-là, qui est très bien, que nous verrons à la fin de la vidéo. Ici, ça veut dire que vous serez premier joueur à la manche suivante. Mais alors, on viendra vous mettre le maire pour vous embêter. Il ne faudra pas l'oublier. Mais par contre, vous serez premier joueur, donc premier à choisir le bonus ici. Ça, c'est très 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 important, mais pas que, vous verrez. Ensuite, ici, bah, c'est très simple, vous avez le droit d'agrandir votre zone de construction comme ça, vous l'agrandissez, c'est tout. Normalement, je vous rappelle que ça va vous diminuer le nombre de constructions que vous pourriez faire à cette manche si vous le faites. Donc là, c'est comme ça. Ici, vous avez bien compris, vous gagnez 1 dollar ou 2 points de victoire au choix. Alors les points de victoire, vous verrez, non seulement bah, c'est des points de victoire, des votes, mais aussi ça peut être une monnaie, entre guillemets, pour ce plateau-là. Donc parfois, vous allez prendre les 2 votes pour les consommer en fin de manche. Donc ça, c'est le début, on choisit le bonus, c'est très bien foutu, les bonus sont très importants, et ce système d'interaction entre les joueurs en fonction de là où on pose, c'est quand même vraiment très bien foutu et bien rigolo. Mais dans ce jeu, vous verrez, c'est ça que j'aime, il est très bien fait, et je vous garantis que c'est un casse-tête, hein. Chaque action est importante, chaque action doit être réfléchie, et ayez une stratégie en tête. Partez pas en disant, tiens, je fais des bâtiments, puis tiens, je fais des usines, tiens, je fais des zones commerciales, tiens, je fais ci, je fais ça. Non. Sachez ce que vous voulez faire dans votre ville. Quel est votre but en fonction de votre carte objectif de départ et de votre orientation. Ne partez pas en train de faire tout. C'est pour ça qu'on a perdu, nous deux. Hein. C'est qu'on a fait un peu tout. On est parti derrière des choses inutiles au final. Et donc, on n'a pas fait assez de points par rapport à la pollution qu'on a engendrée. Parce qu'il y a toujours cette balance. Combien de points je fais en fonction de la pollution que j'engendre. Et nous, on n'a pas eu un bon ratio parce qu'on s'est un peu trop dispersé. Alors que la joueuse qui a fait très peu de pollution, qui avait la carte, il faut faire moins de 15% de pollution, elle était dans son optique stratégique et c'est pour ça qu'elle a gagné, donc le jeu est très bien fait. C'était elle qui était la mieux stratégiquement dans ses bottes. Allez, deuxième étape, on construit. Ah, c'est sur notre plateau personnel. Alors évidemment, la construction, ça va me prendre un peu plus de temps parce que c'est un peu le cœur du jeu. Alors avec ça, ces deux zones-là, c'est ce qui prend le plus de temps. Alors vous allez voir, je vais vous dire pas mal de choses. Alors en jeu, on peut se dire, oh là là, mais je vais jamais tout retenir. En fait, vous avez une aide de jeu sur un paravent. Alors ce paravent, on l'utilise plus ou moins, vous allez voir, mais ça vous paraît un peu abscon comme ça, mais en fait, c'est une super aide de jeu, ça. Donc ça, vous l'aurez tout le temps, ça vous évitera de tout retenir tout le temps. Rejetez un petit coup d'œil sur cette aide de jeu, je vous la montrerai au fur et à mesure. Elle est super bien faite et elle est très très utile. Donc, je vous ai dit qu'on va construire des bâtiments. Alors, quel type de bâtiment va-t-on construire dans ce jeu? On va pouvoir construire des zones résidentielles, il faut bien que nos citoyens aient une maison ou un appartement. Nous allons construire des zones commerciales, bah oui, il faut bien qu'ils aillent faire des courses. Nous allons construire des zones industrielles, et oui, c'est ça qui va produire nos ressources, tandis que les zones commerciales vont produire notre argent. Et après, nous allons construire donc des bâtiments
culturel. Nous allons construire une école, nous allons construire un musée, nous allons construire une bibliothèque. Mais dans les bâtiments culturels, vous avez aussi une clinique, vous avez aussi une station de métro, vous avez comme ça d'autres petites choses qui coûtent cher à construire, comme vous verrez, mais qui sont très utiles. Ce que je viens de vous dire, clinique, station de métro, c'est en plus des bâtiments à pouvoir, comme vous verrez, qui vous apportent quelque chose. Enfin, vous avez aussi deux autres bâtiments qui sont les pompiers et la police. Alors ça, ce sont des bâtiments, vous allez voir, qui vont vous aider dans votre ville, bien évidemment, qui auront une utilité. On commence donc par les bâtiments résidentiels, pour que nos habitants puissent habiter. Et là, regardez, vous avez des tuiles comme ça, qui ont différentes tailles et différentes formes. Je vous ai dit que ce jeu, c'est un Tetris. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on va construire, on va choisir quelle taille on construit. Regardez, vous avez une taille de 1, une taille de 2, une taille de 3, une taille de 5, une taille de 5, et il me manque le 4. Et en fait, il ne me manque pas que le 4, le voilà, et il me manque un autre 3 qui est celui-là. Donc on a toutes ces formes de bâtiments là qu'on va pouvoir construire, et donc là évidemment vous avez un côté Tetris. Alors vous avez aussi les bâtiments commerciaux, alors ça regardez, ils sont aussi en différentes tailles, alors eux ils sont tout droits, donc il faudra bien tenir par... Alors vous avez en tire-compte, pardon, vous avez toujours le 1, vous voyez, vous avez le 2, vous avez le 3 et vous avez le 4 à chaque fois. Hop, voilà, comme ceci. Ça, ce sont la forme des bâtiments commerciaux qui vont vous rapporter, donc comme je vous le disais, de l'argent. Enfin, vous avez les bâtiments industriels qui sont ceux-là, alors de taille 1, 2 ou 3 seulement. Alors vous voyez, celui-là il produit du bois, c'est ça. Celui-là il produit soit du bois, soit de la pierre, ou les deux. Et celui-là il peut produire des 3, c'est-à-dire y compris du métal. Donc si on veut produire du métal, il faudra obligatoirement avoir un bâtiment industriel de niveau 3. Alors c'est pas tout, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plein de bâtiments culturels, mais il y a aussi des parcs qu'on va pouvoir mettre pour verdir un peu notre ville, mais je vous montre ça dans un instant. Néanmoins, pour les bâtiments culturels, il faut savoir que chaque joueur en a 3, tous on a ça. Ça c'est la bibliothèque, l'école et le musée. On en a chacun un comme ça, qui est pour nous, qui est à nous. Parce qu'il faut bien comprendre qu'autant ces 3 bâtiments-là, ils me sont réservés, par contre tous les autres, ils sont en commun. Et s'il y en a plus d'un type, eh ben, il n'y en a plus, tout simplement. Alors sur ces 3-là, avant qu'il n'y en ait plus, ça m'étonnerait beaucoup. Par contre, vous verrez les autres bâtiments culturels qui sont aussi en commun, on va les piocher quand on construit. Là, il peut y avoir pénurie, d'ailleurs c'est calculé pour, si trop de joueurs y vont, il y en a qui ne feront pas. Alors il faut savoir qu'en bâtiment culturel, on en a tous un au départ, qui est quoi? Qui est notre mairie, que voilà. Alors on la place dans ce carré-là, où on veut, mettons que je vais mettre là, où on veut, et on va y mettre 3 citoyens dessus, qui sont prêts à venir chez nous. Alors en gros, ils sont en transit ceux-là, ils ont déposé une demande à la mairie pour pouvoir intégrer notre ville. Donc ça, c'est comme ça. Alors ici, oui, on en a d'autres. Que voilà, il y en a 11. Alors eux, ils sont dans la zone carrière, peut-être qu'ils vont bien venir nous voir, ils sont pas encore sûrs, il faudra les attirer. Eux, déjà, ils veulent. Et on en a 8 autres, alors ceux-là, on n'y a pas accès du tout, donc il faudra y accéder, comme souvent dans les jeux, autrement. En tout cas, on débute comme ça avec notre bâtiment culturel. Allez, comment on va pouvoir construire? Comme je vous ai dit, quand on passe à cette phase-là, première chose, je choisis, soit je vais construire 3 bâtiments, donc de ces tuiles-là, il y a aussi les autres que je vous ai pas encore tout à fait montré, soit j'en construis qu'un seul bâtiment, mais par contre, je vais donc pouvoir, au début je suis là, agrandir ma zone comme ceci pour pouvoir construire. Je fais ce choix-là au départ et après, je suis parti. Alors, on fait tout ça en même temps. Je vous l'ai dit, on construit tous en même temps. Alors, si vous verrez sur les tuiles, d'autres tuiles qu'on a, je vais vous montrer, il y a concurrence et qu'il y a 2 joueurs qui veulent prendre la dernière tuile, c'est l'ordre du tour qui prime, bien évidemment. Mais néanmoins, on construit en même temps, ça accélère un petit peu le jeu. Allez, on est parti. Donc les tuiles, ici résidentielles. Première règle, elles ne peuvent pas être dans la zone d'influence d'une tuile industrielle. Ça paraît logique. Et vice-versa, bien évidemment, une tuile industrielle ne peut pas être dans la zone d'influence d'une tuile résidentielle. Alors c'est quoi une influence? C'est très simple. Si je vous pose une tuile ici, la zone d'influence, c'est toutes les cases qui sont autour, y compris en diagonale. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là, sur une 2. Donc sur une 1, par exemple, c'est 8. Donc ici, je peux tout à fait mettre ça, c'est du résidentiel qui est suffisamment éloigné d'une zone industrielle. Par contre, ça, je n'ai pas le droit, puisque là, hop, on est dans la zone d'influence de l'une et de l'autre, et c'est interdit. Zone industrielle et zone résidentielle sont interdites. Vous verrez, il y a pas mal de petites règles, mais cette règle-là s'applique toujours quoi qu'il se passe dans le jeu. Alors, si je décide de construire une zone résidentielle de taille 1, bon, bah là, il n'y a pas de règle, je fais ce que je veux. Donc, je la mets, mettons, je suis limité ici, je la mets là. N'oubliez pas, je suis limité là. Je la mets là. Voilà, c'est tout. Ça, c'est ma première construction. Alors, lorsque vous construisez chacun dans son coin, ce que je vous conseille, c'est de mettre l'argent que cela vous coûte sur la tuile. Pourquoi? Parce que quand tout le monde aura construit, on va dire, allez, c'est fini, tout le monde a construit. Ok, qu'est-ce que tu as construit? Bah, au bout d'un moment, on ne saura plus.
parce que avec les tuiles qu'on va construire aux manches précédentes et celles qu'on construit à cette manche-là, comment distinguer? Donc si vous mettez systématiquement l'argent ou les ressources pour les bâtiments culturels, que ça vous coûte au moment où vous le faites, 1, ça vous permet de vérifier que vous avez ce qu'il faut pour le construire, et 2, ça vous permettra, quand on regardera après chaque joueur pour voir que personne n'ait fait d'erreur, de voir exactement ce qu'il a construit, hein, avec l'argent qu'il y a dessus. Alors je vous l'ai dit, ça coûte de l'argent, notamment de construire ces bâtiments-là. Combien ça vous coûte? 1 par case. Donc une case, 1. Et la carte, je vous ai dit, qui vous fait moins 1 de réduction quand vous construisez, c'est 1 minimum. Donc avec cette carte-là, ce bonus, une tuile de 1 vous coûtera toujours 1, elle ne sera pas réduite. Donc en tout cas, je fais comme ça. Voilà, je mets là. Donc le seul critère, c'est ça, ça doit être éloigné de ça, ça doit pas être dans la zone d'influence que je vous ai montré à l'instant. Petite règle, quand vous construisez comme ça une maison individuelle, du coup, immédiatement, si vous avez des gens à la mairie qui attendaient pour venir dans votre ville, immédiatement, paf, vous en mettez un là. Et ça, c'est très important à ne pas oublier. Dès que vous construisez, hein, quand on va vérifier que tout le monde a bien construit, vous payez donc votre construction, et immédiatement, il y en a un qui arrive. Tout de suite. Au moment de la phase de construction. Alors, et que se passe-t-il si j'ai plus de bonhomme là? Vous verrez, ça peut arriver. Bah, du coup, vous pouvez quand même construire une petite maison individuelle, mais aucun meeple n'arrivera dessus. Et vous verrez, c'est très important, parce qu'il faut peupler sa ville, c'est important. Donc, avoir des meeples ici, dans sa mairie, au moment où on pose une tuile de taille 1, et immédiatement déplacer ça ici, c'est une très bonne chose. Ah, très bien. Et si je voulais construire plutôt une zone résidentielle de taille 2, est-ce que je peux directement faire de la taille 2 comme ça? Oui, vous pouvez absolument, mais là, il y a un prérequis qui est indispensable. Il faut que votre bâtiment de taille 2 soit au contact de 2 bâtiments culturels au moment où vous le construisez. Ah, et oui, même pire que ça, il faut sélectionner une case où vous allez commencer votre bâtiment de taille 2. Et bien, il faut que cette case-là, d'où ça part, soit influencée par 2 bâtiments culturels. Ah, donc ce qui signifie qu'en début de partie, si vous voulez mettre une tuile de taille 2, il va falloir d'abord, par exemple, construire l'école, qui est de taille 1, vous verrez combien ça coûte. Pour là, par exemple, cette case-là, elle est influencée par 2 bâtiments culturels, votre mairie qui en est un et l'école. Là, c'est bon, j'ai le droit de construire directement une tuile de taille 2. Alors, est-ce que c'est mieux de tout de suite construire des grosses tuiles comme ça? Non, vous allez voir pourquoi. Déjà, une tuile de taille 2, ça vous coûte 2. Hein, évidemment, puisqu'elle est de taille 2. Donc ça coûte plus cher qu'une tuile de taille 1. Hein. Mais il y a aussi autre chose. Il faut savoir qu'au moment où vous construisez comme ça, vous pouvez, mettons que je suis comme ça, j'ai construit, hop, voilà, une manche précédente, j'ai construit ce bâtiment de taille 1, à cette manche-là, je construis mon école, je viens la mettre là. Hop. Et bien lors de votre phase de construction, alors ça je vous conseille, pareil, il faudra le contrôler, parce qu'on fait tous en même temps, vous allez voir comment. Lors de ma phase de construction, si j'ai une tuile comme ceci, résidentielle, excusez-moi, qui est touchée par un nombre de bâtiments culturels qui lui permettrait d'être plus grande, je vous dis, la règle est simple, c'est sa taille en nombre de cases correspond au nombre de bâtiments culturels qui influencent donc ma tuile. Et bien si c'est le cas là, j'ai une tuile de taille 1 qui est influencée par 2 tuiles culturelles, donc ça pourrait être un bâtiment de taille 2, à ce moment-là, immédiatement, j'ai le droit de transformer ma tuile de taille 1 en tuile de taille 2 gratuitement. Je ne paye pas. Alors si j'avais eu un gus sur mon bâtiment, je l'enlève et je le remets exactement au même endroit. Ça, c'est l'agrandissement, ça va marcher pour tous les types de bâtiments, là, les 3. Quand c'est à vous de jouer, à cette manche, pardon, vous avez un critère où vous allez pouvoir augmenter la taille d'une tuile parce qu'il répond aux bons critères, vous le faites immédiatement et gratuitement. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire ça comme ça, parce que du coup, ça ne vous coûte pas d'argent d'agrandir, alors que ça vous en coûte de fabriquer directement une taille 2. Sans compter, vous allez voir que vous avez un flux de citoyens de cette zone-là à la mairie, puis de la mairie dans votre ville. Sauf que quand ils viennent de la mairie, ils ne viendront que sur des petites tuiles comme ça, des maisons individuelles. Nulle part ailleurs. Donc vous avez bien compris, quand vous en construisez une, immédiatement il y en a un qui vient, donc ça c'est très bien, mais vous verrez dans la partie après aussi, ça va arriver. Donc si vous n'avez plus aucune maison individuelle, mais que des tuiles de plus grande taille, eh ben, plus aucun citoyen ne viendra dans votre ville. Donc faites attention, et vous êtes obligé de continuer à avoir des maisons individuelles, toute votre partie, si vous voulez continuer un flux de citoyens qui arrivent dans votre ville. Mais on va rentrer dans le détail après. Donc vous avez bien compris, si je construis une taille 3, il va falloir que cette tuile soit touchée par 3 bâtiments culturels. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que si je suis dans cette configuration-là, par exemple, et que plus tard, je viens je vous fais n'importe quoi, je viens faire ma bibliothèque ici, je me retrouve avec cette tuile de taille 2 qui est influencée pour cette case-là par 2 bâtiments culturels et pour cette case-là par 1 bâtiment culturel. Et bien j'ai le droit à mon tour de l'agrandir en taille 3.
puisque j'ai 3 bâtiments culturels qui le touchent. Notez la nuance, quand c'est un agrandissement, il faut que la tuile actuellement en place soit touchée dans la zone d'influence du nombre de bâtiments culturels nécessaires. Par contre, quand je construis directement en plus grande taille, il faut qu'une seule case de départ soit touchée. Donc si je suis comme ça, je peux tout à fait transformer cette tuile-là gratuitement, donc en tuile de taille 3, aucun problème. Par contre, si j'avais été à la place dans cette configuration-là, par exemple, là je ne peux pas excusez-moi, si j'étais, je vais y arriver, pardon, dans cette configuration-là, là, je ne peux pas construire pour 3 pièces, qui est en plus cher, directement ici. Pourquoi? Parce que j'ai aucune des 3 cases qui est influencée par les 3 bâtiments. Tout simplement. Celle-là, elle est influencée que par les 2, celle-là, elle est influencée par les 2, celle-là, elle est influencée que par 1. Donc, je peux construire un taille 2, il n'y a aucun problème. Mettons à cette manche, tac. Et plus tard, l'agrandir, parce que maintenant, cette case-là est touchée. Et là, c'est tout le bâtiment. Donc quand on construit, on ne compte qu'une case et on regarde l'influence d'une seule case où on va poser notre tuile. Quand on agrandit, on regarde l'influence de tout le bâtiment que l'on agrandit. Pas le bâtiment qui sera présent après. Non, que l'on agrandit, on va regarder toutes les cases. Alors une règle aussi importante, on ne peut pas construire un bâtiment et immédiatement l'agrandir. Dans cette configuration-là, si je construisais ça pour 2 pièces, j'ai le droit. Là, cette case-là, elle est bien touchée par 2 bâtiments culturels. Ah bah génial, j'ai un 3e bâtiment qui la touche, je peux agrandir en 3. Oui, mais pas cette manche. À la manche suivante. On n'agrandit pas quelque chose qu'on a construit immédiatement. Voilà, j'ai passé un peu de temps sur cette règle-là, mais elle est fondamentale. Vous dites, tout là, c'est un peu compliqué. Non, c'est simple. Alors d'autant plus, comme vous le verrez, sur l'aide de jeu, c'est absolument clair. Regardez, ici, vous voyez, vous avez, en fonction du nombre de bâtiments, combien il vous faut de bâtiments culturels. Excusez-moi, je vous montre celui-là, parce que je viens de voir... que là, vous voyez, il y a un petit défaut d'impression, là c'est tout blanc, alors que là, ça devrait pas, c'est pas blanc. Donc voilà, si je construis une maison de taille 1, ben, il se passe rien. Enfin, j'ai pas de prérequis. La maison de taille 2, il faut 2 bâtiments culturels, ça c'est leur symbole, pour pouvoir, au contact, pouvoir la construire. 3 bâtiments culturels, 4, 5, 6, voilà. Si je veux construire une taille 5, ben, il va me falloir 5 bâtiments culturels. Alors généralement, c'est un agrandissement. Moi, j'ai construit une taille 4, au max. Avec mes petites choses là, parce que quand on débute, on a 1, 2, 3, 4 bâtiments culturels que de toute façon on pourra toujours construire parce que chaque joueur les a. Le musée, la bibliothèque, l'école et puis notre mairie en point de départ. Donc ça c'est un peu long, vous allez voir les mécanismes après sont à peu près toujours les mêmes. Alors juste sur l'aide de jeu, ce petite chose là ça veut dire quoi? Si vous construisez donc une maison individuelle, taille 1, immédiatement vous prenez de la mairie un meeple s'il s'y trouve et vous le posez dessus, immédiatement. Mais ça c'est très important et dans ce jeu il faut être hyper optimal. Ne faites pas d'action pas optimale, donc vraiment réfléchissez, c'est tout l'intérêt du jeu. Bon, la suite va aller plus vite parce que les mécaniques sont les mêmes. Pour les bâtiments commerciaux, ça va être la même chose, c'est indiqué ici, sauf que là, vous allez obligatoirement avoir besoin, bâtiments commerciaux, besoin d'être dans l'influence de zone résidentielle. C'est logique, si vous voulez faire des magasins, autant que ce soit près de là où les gens habitent, sinon vous ne gagnerez pas d'argent. Mais alors là, d'entrée de jeu, si vous voulez faire un bâtiment commercial de taille 1, il faut qu'il soit au moins dans la zone d'influence d'une zone résidentielle. Alors, c'est pas la taille de la zone qui compte là, c'est le nombre de zones. Si vous voulez faire un bâtiment de taille 2, ben, il va falloir qu'il soit au contact de 2 zones résidentielles. Ce que je suis en train de faire est bon. Je suis bien dans la zone d'influence, on va dire, parce que les diagonales marchent, de 2 zones résidentielles. Tout ça, c'est bon. Et après, le système est le même, c'est-à-dire que je peux, pour une zone commerciale que j'aurais construite auparavant, je peux tout à fait, parce que j'ai construit une zone résidentielle et que maintenant, elle est en contact avec 3 zones résidentielles, je vais vous le faire très vite. Mettons que maintenant je construis ça là, que ça je l'ai décalé ici, et bien regardez, ça c'est en contact avec 1, 2 et 3, cette tuile-là. Donc à la manche suivante, je vais pouvoir l'agrandir en faisant une zone commerciale de taille 3. Alors quand vous le faites, je vous conseille de vous poser la tuile, vous posez l'ancienne tuile par-dessus, comme ça, toujours pareil, quand on va contrôler, on va regarder que vos agrandissements, vous n'êtes pas trompé. Mais n'oubliez pas de tout laisser dessus, parce que sinon on est perdu, il n'y a pas de système dans le jeu qui est prévu pour ça. Donc il est important de poser l'argent sur les trucs que vous construisez, de reposer la tuile que vous avez agrandie sur la tuile d'agrandissement, de façon que quand on contrôle tout le monde, puisqu'on fait tout en même temps, ça soit bien vu. Donc c'est exactement la même chose, et vous avez bien compris. Alors vous verrez, ça, les bâtiments résidentiels, c'est des points de victoire à chaque fois. Plus ils sont grands, plus c'est de points de victoire. Et les zones commerciales, bah, c'est du commerce, c'est gagner de l'argent, et plus elles sont grandes, plus vous avez d'opportunités rentables, tout simplement. Les zones industrielles, eh ben, c'est très simple, je vous l'ai dit, elles n'ont pas le droit d'être dans la zone d'influence d'une zone résidentielle, donc en général on les fait commencer bien loin. Et quels sont les prérequis? Alors pour construire une zone industrielle de taille 1 qui vous produit que du bois, il n'y en a pas, si ce n'est de ne pas toucher une zone résidentielle, vous la construisez comme ça, il n'y a aucun problème. Pour construire une zone industrielle de taille 2, il va vous falloir qu'elle soit dans la zone d'influence, soit de votre raffinerie, soit de votre port. Alors oui, ça ce sont 2 tuiles que je ne vous ai pas montrées, on les a tous, il n'y a pas de concurrence, là chaque joueur en a un. J'ai ma
raffinerie, vous avez bien compris, elle va me coûter 1 à fabriquer, et j'ai mon port qui lui alors va me coûter 2 à fabriquer. Alors il faut bien comprendre, cette huile port est un peu particulière, c'est qu'en fait on considère qu'elle n'est que dans cette zone-là, en bas, comme zone industrielle. Donc ça veut dire qu'en fait, elle influence que ces cases-là, comme je suis en train de vous le faire, là, vous voyez, y compris en diagonale. Hein, elle influence pas les cases du dessus, là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nécessité de contact, comme je viens de vous dire, pour construire des bâtiments industriels, les cases du dessus, ça marche pas, parce qu'on considère que ça les influence pas, mais vous pouvez aussi y mettre, du coup, des zones résidentielles qui ne sont pas influencées, parce que, je vous le répète, l'influence de cette tuile-là n'est que ce que je vous montre là, uniquement. Hein. Pas plus. Cette tuile-là, par contre, évidemment, elle influence tout autour d'elle. Alors ça veut dire quoi? Si je veux construire un bâtiment industriel de taille 2, qui non seulement peut me produire du bois, mais aussi de la pierre, je suis obligé de le mettre dans la zone d'influence, soit de mon port, donc comme je viens de vous montrer, soit de ma raffinerie. C'est obligé. Et si je veux faire un bâtiment de taille 3, il faut qu'il soit dans la zone d'influence. Hop, je vais vous le faire plutôt comme ceci, voilà. Bon, je vous fais un peu n'importe quoi, là, vous allez voir pourquoi. Du port et de la raffinerie. Alors attention, je vous n'oubliez pas, je vous l'ai dit, il faut que ça soit une seule case, hein, pas 2 cases. C'est pour ça que j'ai bougé, c'est-à-dire que dans cette configuration-là, je ne peux pas construire ça. C'est pas possible, parce qu'il faut que, quand je construis une case, si c'est possible, non c'est pas possible, oui pardon, une case soit sous l'influence des 2 bâtiments pour faire un taille 3. Je vous rappelle, celle-là n'est pas sous l'influence du port, puisque le port, ça s'arrête là. Hein. Donc c'est pour ça que comme ça marchait par contre. Hop, voilà. Là, vous avez cette zone-là qui est sous l'influence des 2. Je peux tout à fait construire une zone industrielle de 3, qui vous coûte 3 thunes. Je vous ai dit que c'est une thune par case. Hein. Mais ce n'est pas tout. C'est là où les choses se corsent, c'est qu'à chaque fois que vous construisez un bâtiment industriel, vous êtes obligé de construire un entrepôt. Donc, il faut vous prévoir la place. Par exemple, dans cette configuration-là, lorsque j'ai construit celle-là, je suis obligé d'avoir construit un entrepôt dans sa zone d'influence. Quand j'ai construit celui-là, pareil, j'ai été obligé de construire un entrepôt dans sa zone d'influence. Et quand j'ai construit celui-là, pareil, j'ai été obligé de construire un entrepôt dans sa zone d'influence. Ça marche. Hein. Là, ce contact des 2, ça aura marché quand je l'ai construit. Elle a bien son entrepôt quand je l'ai construit. Lui, il a bien son entrepôt quand je l'ai construit. Et lui, il a bien son entrepôt quand je l'ai construit. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une zone industrielle. Donc, il faut bien anticiper, parce que si vous n'avez pas la place pour faire, quand vous prévoyez, il faut la prévoir où je place ma raffinerie, où je place mon port, où je vais placer mes tuiles industrie en fonction de ce que je veux faire, et laisser de la place à chaque fois pour un entrepôt. Alors les industries, c'est comme ça, vous pouvez aussi les agrandir avec exactement la même règle que je vous ai expliqué, que je ne vais pas réexpliquer. Vous pouvez, une taille 1 peut devenir une taille 2 si elle est dans la zone d'influence d'une raffinerie. Celle-là pourrait théoriquement, bon là il n'y a plus de place, mais elle pourrait. Une taille 2 peut devenir une taille 3 si par la suite vous construisez par exemple le port et qu'elle se retrouve dans la zone d'influence de la raffinerie et du port, vous la transformez en taille 3 sans payer, comme d'habitude, alors que là, il faut payer si vous construisez d'un coup 3 pièces. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on peut agrandir. Alors quand vous agrandissez, vous ne rajoutez pas un entrepôt. L'entrepôt a été construit au moment de la construction de la tuile, vous ne recommencez pas. Mais sur le système d'agrandissement, c'est pareil. Alors il faut agrandir, donc c'est pareil, ça fait partie des optimisations, ça. Il faut construire pour qu'à un tour, vous puissiez blam agrandir tout sans payer. C'est fondamental l'agrandissement. Il faut que vous arriviez à agrandir, et donc il faut bien construire sa ville. Alors je vous ai dit que vous avez d'autres bâtiments culturels, en plus de ceux qu'on a nous, 1, 2, 3 et 4. Vous avez la caserne de pompiers, vous avez la station de métro, la clinique, hop, l'université. Alors il faut savoir que celles-là par contre sont en commun avec tous les joueurs et on peut pas, il y en a disponible nombre de joueurs -1. Hein. Donc il y a la course pour avoir celle-là et je vous l'ai dit, quand on construit, si je construis la caserne de pompiers et qu'il n'en reste qu'une à cette manche, qu'on est 2 à vouloir construire, c'est le premier joueur dans l'ordre du tour qui pourra construire la caserne de pompiers. Alors comment ça se construit, combien ça coûte? Alors en fait c'est assez simple, hein. C'est indiqué ici. Lorsque vous construisez tout à l'heure votre école, ça vous a coûté 1 bois, la bibliothèque, c'est 2 bois, ça 2 bois, 1 pierre pour le musée, et voilà, le métro 2 bois, 2 pierres, la clinique 2 bois, 2 pierres à métal, et l'université 2 bois, 2 pierres et 2 métaux. Ah oui, il faudra les avoir, hein, pour pouvoir les construire. En tout cas, ça vous coûte tout ça. Alors, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt, toutes ces choses-là? Oui, ça a beaucoup d'intérêt, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, je peux vous dire déjà ici ça, comme vous verrez, enfin, je peux vous le dire rapidement d'ailleurs, ça vous évitera, ça vous rapportera des points de victoire en fin de manche à chaque fois, c'est l'université.
facilité. Ça vous évitera des morts s'il y a pollution, c'est la clinique. Ça vous permettra, vous allez voir, d'aller embêter les petits copains un peu plus, mais vous allez voir ça dans un instant. Et ça, les pompiers, ça vous évitera aussi des morts, vous allez voir ça dans un instant. Ça évite des morts, ça évite des morts. Ça va vous faciliter la vie pour gagner des ressources, embêter les copains. Et ça, c'est des points de victoire. Donc vous allez voir comment ça marche, et d'ailleurs, on y arrive tout de suite, c'est la phase suivante. Alors, première chose à bien comprendre, c'est que vous voyez, vous avez des carrés là. Alors ces carrés, c'est quoi? C'est des places pour les meeples, comme sur la mairie. Donc ça veut dire qu'en fait, si je veux faire fonctionner mes zones commerciales ou faire fonctionner mes zones industrielles, il faut que j'ai des meeples dessus, il faut des citoyens. En l'état, ces deux zones commerciales et ces zones industrielles ne me rapportent strictement rien, j'ai personne qui y travaille. Comment fait-on? Je vais faire un truc complètement au hasard, ou presque, je vais le prendre là, bon ça n'a pas grande importance, mais mettons qu'on a été, je fais exprès comme ça, voilà, paf. Alors, les zones résidentielles, vous n'avez pas de carré, mais en fait vous pouvez en mettre un par case. Hein. Donc là, ça peut m'abriter deux meeples, ça m'en est pris qu'un seul. Et celui-là, hop, que je vais vous mettre, je sais pas moi, comme ça, tac, voilà. Vous avez bien compris, c'est 4, mais ça va être un petit peu compliqué, parce que 4, je vais pas pouvoir vous le faire, je vais vous le faire à 3, parce que je devrais faire des choses qui marchent. Hop, voilà. Hop, voilà, là ça marche, hein. J'ai 1, 2, 3 bâtiments culturels qui touchent ça, je peux faire une tuile de taille 3, et donc là par exemple vous avez 3 places pour des meeples, si vous les, je vais arrêter de les prendre là, si vous les avez mis, enfin peu importe, voilà, mettons on peut tout à fait être comme ça, bon la partie est très avancée là, si on est là, voilà, donc comment je bouge mes meeples? En fait, regardez, vous allez respecter cette zone là, A, B, C, on commence par le A c'est quoi? Tous les meeples qui sont soit sur une zone industrielle, soit sur une zone commerciale, sont obligés de bouger. Vous êtes obligés, vous n'avez pas le droit de les laisser en place d'une manche sur l'autre. Et je vous rappelle, c'est les meeples qui vous produisent des choses. Donc dans cette configuration-là, je dois bouger ce meeple, ou je pense à une chose, excusez-moi, vous savez, quand je vous ai dit qu'on peut agrandir, une chose très importante, vous voyez là, ça produit bois, pierre et fer. Si vous agrandissez une tuile industrie comme ça, d'un 2 en 3, vous êtes obligé de garder exactement la même configuration. Si j'avais une tuile de taille 2 qui était ici juste avant, je suis obligé de mettre ma tuile de taille 3 comme ça. Je ne peux pas mettre la zone qui produisait du bois qui se met à produire du fer en retournant la tuile. C'est pas possible. Hein, vraiment, on a grandi, donc ce qui existait doit continuer à exister. Donc, mettons que ce soit à moi de jouer, je décide, donc je suis obligé de bouger ce meeple, je peux pas le laisser. Je peux le mettre sur la même tuile, s'il y a des zones disponibles, il n'y a aucun problème, ou sur une autre tuile, mettons que je veux qu'il aille là, sur la zone commerciale. Alors, je le couche, pourquoi? Pour dire, lui, je l'ai bougé. Voilà, lui, je décide, tout compte fait, de le bouger ici. Et puis voilà. Alors, ceux qui sont dans les zones résidentielles, alors, il faut savoir que ici et là, sur ces bâtiments culturels-là, vous pouvez aussi mettre des meeples, mais ils feront rien du tout. Ils se baladent, quoi, en gros, hein, ils vont au musée, ils se promènent. Alors ça peut être utile parce que le problème, c'est que quand je fais ça, je ne peux plus réutiliser à cette manche les zones dont sont partis mes deux meeples. Alors le problème, vous le comprenez tout de suite, c'est ils sont partis d'où déjà? Ah bah merde, j'ai oublié. Donc c'est important, moi j'ai rajouté des cubes, ça fait que quand je les bouge, par exemple j'ai bougé celui-là, bah, je mets un cube ici pour me rappeler que cette zone-là j'y étais juste avant, donc j'ai pas le droit d'y retourner, et puis j'avais bougé celui-là qui produisait du métal juste avant, donc je me mets un cube là. Donc je rajoute ces cubes dans le jeu. Alors oui, je trouve ça aussi très dommage que le jeu n'intègre pas un peu de matériel, des cubes c'est rien, hein, pour pouvoir marquer ça, parce que au début de partie on s'en fout un peu, si vous avez deux meeples sur le plateau, vous voyez bien où ils vont, mais quand la partie avance vers la fin, bah, vous avez pas mal de meeples, donc parfois vous vous en mêlez un peu. Donc d'autant plus, vous allez voir dans un instant ce qui se passe en plus avec les touristes. Donc encore une fois, je mets moi juste ces cubes là pour être sûr que dans ces deux emplacements là, bah, j'y étais avant, donc j'ai pas le droit d'y retourner. Donc ces meeples là sont obligés de bouger. Alors ceux qui sont dans les habitations, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les bouger, hein. Je peux venir ici puis le mettre là, je le couche pour me rappeler que je l'ai bien posé, pour qu'ils produisent. Je vous rappelle qu'on produit après les déplacements. Donc en tout cas je fais ça. Ceux qui sont dans les industries, dans les commerces, je suis obligé, je vous le répète, de les bouger. Ceux qui sont ailleurs, je fais un peu comme je veux. La mairie c'est particulier, hein. Ils sont en attente, hein. Donc la mairie c'est toujours particulier. Et là, petite vacherie, vous avez le droit d'envoyer un de vos meeples chez vos voisins. Alors réellement vos voisins, si vous jouez à 4, c'est votre joueur qui est à droite, le joueur qui est à gauche. En gros, il va dans le quartier d'à côté. Et vous venez le poser dans le quartier d'à côté. Par exemple, joueur orange pourrait tout à fait, comme moi j'ai déplacé mes bonhommes, quand c'est à lui de déplacer, dire ah bah tiens, j'en envoie un ici. Bah oui, il vient chez moi. Alors, il ne peut pas aller là où j'étais juste avant, c'est pour ça qu'il faut laisser les cubes jusqu'à la fin de cette phase. Mais il va là. Ah bon, et ça fait quoi? Bah lui, il va produire de la pierre pour lui, comme vous allez le voir dans un instant, mais il polluera chez moi. Oh, eh ouais, et on se fait des petites vacheries. Par contre, vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'un seul meeple touriste chez les autres joueurs. Donc, là, si on joue à 4, je peux envoyer 3 touristes. 1 par joueur, pas plus. Se compter comme vous déplacez uniquement sur vos voisins directs, si vous jouez à 4, vous ne pouvez pas en envoyer un directement sur celui qui vous fait face à la table.
Attention, vous avez le métro, que voilà. Si vous avez construit le métro, à partir de maintenant, vous pouvez en envoyer 2 chez chaque autre joueur. C'est les touristes. Vous allez voir, il y a aussi un autre petit truc sur les touristes. En tout cas, le touriste, c'est très bien, ça vous rapporte des trucs produits chez les autres et ça pollue chez les autres. Vous allez voir, il pollue. Donc, c'est une très bonne chose, mais vous pouvez les perdre. Vous allez voir dans un instant comment. Et le métro est super parce qu'il va vous permettre, encore une fois, d'en envoyer pas qu'un seul, mais de n'oubliez pas, vous avez le droit qu'à un. Nous, on a fait l'erreur 1 ou 2 fois. Quand vous envoyez un touriste, parce que c'est très tentant, hein, bien sûr, vérifiez. Donc ça a 2 avantages. D'abord, vous pouvez ne pas avoir tout construit pour tout produire, mais c'est pas grave, vous irez produire chez le voisin qui, lui, a construit. Bon, vous lui piquez la place quand même. Non seulement vous lui piquez la place, mais à la manche suivante, quand lui il se barre, j'ai pas le droit de venir là. Hein. Il me l'a piqué pour 2 manches, hein, quand même, ma place. Hein. Donc encore une fois, ça nous permet d'utiliser les places des autres parce que c'est tellement compliqué ce jeu que vous n'arriverez pas à tout construire. Donc vous partez sur votre stratégie et ce que vous ne faites pas, mais dont vous avez besoin, vous irez le faire chez le voisin. En tout cas, quand vous arrivez, vous avez tout le monde que vous avez déplacé vos bonhommes, ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant vous avez le B. Petit b, c'est quoi? Toutes les meeples qui sont dans la mairie vont pouvoir se déplacer sur des cases résidentielles qui ne prennent qu'une seule case, je m'exprime très mal, excusez-moi, sur les maisons individuelles, on va dire. Donc si j'avais fait ça, qu'à cette manche-là, j'avais construit ça, et bien maintenant que j'ai déplacé les meeples, il faut bien suivre l'ordre, hein, lui, il peut venir ici. C'est comme ça qu'on fait venir des meeples. Donc à chaque fois, la manche suivante, si lui, il dégage, parce qu'il va bosser ici, mettons, j'ai une case vide, lui, hop, pouf, il pourra venir ici, à cette phase-là. Donc pour vider sa mairie, il est impératif d'avoir ici je vais y arriver, excusez-moi, des cases vides de zones résidentielles de taille 1. Sinon, ils resteront dans votre mairie, ils ne bougeront pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a fait ça, on fait le C, et en fait, les autres meeples qui sont là, en zone de carrière, ils vont venir dans votre mairie, 1, s'il y a de la place, là il y a 3 places, hein, et 2, combien j'en amène? Ils viennent s'il y a du travail. Et comment on sait s'il y a du travail? C'est les zones libres dans vos zones industrielles. Dans cette configuration-là, dernière étape du mouvement des meeples, je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4 zones de travail vides, j'ai 4 meeples qui vont venir ici. Ouais, il y a du travail, on va dans cette ville. En sachant que comme j'ai que 3 places, en l'occurrence, même si j'en ai 4 qui peuvent venir, j'en mettrai que 3. C'est très thématique, c'est très bien foutu. Vous laissez des places vides, vous ne produirez pas, mais vous aurez de nouveaux citoyens. Tout est critère de choix et de stratégie. Ce jeu est super bien fait pour tout ça. Donc je vous donnerai autant qui viennent ici, qui après viendront dans des maisons individuelles, si vous les avez libérées, à la manche suivante, que s'il y a du travail, des zones libres. Alors lui, en plus, il vient en plus m'embêter parce qu'il me bloque 1. Bon, dans cette configuration-là, on s'en fout, mais si j'avais eu moins de cases libres, si ces 2-là avaient été prises, il y en avait un de moins qui venait, puisque lui avait pris le travail. Donc c'est comme ça que l'on fait. Je bouge les meeples, je vous l'ai dit, des 3 zones industrielles, commerciales, des zones industrielles et commerciales de façon obligatoire. Les autres meeples, je les bouge si je veux. Pareil, les meeples que j'aurai chez les voisins, je les bouge. Hein. Donc, soit je reste chez le voisin, soit je pars chez un autre voisin, voisin du voisin. Donc, je peux faire comme ça, je fais ce que je veux, mais je suis obligé de le bouger quand il est sur ces zones-là. Ceux qui sont dans ces bâtiments-là, ils peuvent y rester, ma foi. Ceux qui sont dans leur habitation peuvent y rester aussi. Mais n'oubliez pas, le flux de meeples, c'est ça. C'est les meeples qui viennent ici en fonction des places industrielles libres à la fin de cette phase-là, et les meeples qui viennent ici juste avant, dans cette phase-là, si j'ai des maisons individuelles vides. C'est comme ça que vous créez du flux de meeples. Allez, le gros est dit, ça va aller beaucoup plus vite. Les revenus, ça va être très simple. Si vous avez des touristes chez vous, ils vous rapportent $1 pour chaque touriste. Bah oui, c'est des touristes, ils vous rapportent des sous quand même. Donc ça, c'est positif pour vous. Ensuite, vous allez regarder sur les tuiles commerce si vous avez des choses. Alors, les tuiles commerce, c'est simple. Si je vous montre la 4, alors ça sera... je vais vous montrer... Attendez, je suis en train de réfléchir, ou je vous montre la 4. De toute façon, c'est une 2, c'est juste ça. Une 1, c'est ça. Une 2, c'est ça. Tac, tac. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez un meeple ici, il faut l'avoir, hein, sinon ça marche pas. Il faut avoir un meeple qui soit là, vous gagnez tout de suite $1. Si vous avez des meeples ici, à ce moment-là, vous allez pouvoir vendre des ressources, je vous allez voir dans un instant comment on les gagne, que vous avez, et pour des dollars. Combien? Regardez, c'est écrit là, le bois c'est $2, $3 ou $5 en fonction de ce que vous vendez, tout simplement. Donc si vous avez des ressources en stock, vous pouvez pas les vendre, en vendre une, excusez-moi, c'est très important, vous en vendez qu'une, mais si vous avez 2 meeples sur 2 cases différentes comme ça, vous en vendez 2 du coup. Hein. Donc, ressources qui donnent de l'argent. Ou alors, vous pouvez transformer de l'argent en vote. Donc, vous pouvez payer, et selon la somme que vous payez, de 1 à 4, vous gagnez de 2 à 5 votes. Donc, vous gagnez des points de victoire. Vous commencez à comprendre qu'il y a plein de stratégies possibles, mais il va falloir choisir. Ou bien, vous pouvez transformer des ressources en votes. Donc, si vous avez des ressources, vous pouvez les virer, et ça vous donne des points de victoire. Comment? C'est indiqué ici, 3, 5, 7 points de victoire, en fonction des ressources que vous dégagez. Alors, pareil, une seule ressource par case occupée par un de vos meeples. Et donc, je vous l'ai dit,
si vous posez un 1, vous avez que cette option-là. Si vous posez une tuile 2, vous avez cette option-là. Une tuile 3, celle-là. Et celle-là qui est la mieux, c'est uniquement si vous avez construit une zone commerciale de niveau 4. Donc, il doit être au contact, je le répète, avec 4 zones résidentielles différentes, quelle que soit leur taille. Donc ça, c'est très très bien. Pour ces zones-là, vous avez bien compris, ça produit du bois, ça produit de la pierre, ça produit du fer. En l'occurrence, ici. Alors, n'oubliez pas, par contre, enlever les cubes quand vous avez fini cette phase. Il faut bien les enlever. Et où est-ce que je les mets, mes ressources? Je les mets de côté, comme dans tous les jeux, là, à côté du plateau. Pas du tout, les ressources, ça se stocke. Ou dans les entrepôts. Si vous regardez une tuile entrepôt, vous avez un petit tracteur là, et un petit bulldozer. Il y a 2 places pour 2 ressources sur chaque entrepôt. Alors la ressource n'appartient pas à la tuile à côté desquelles elle est, mais en tout cas mes ressources, je suis obligé de les stocker dans mes entrepôts. Si j'ai plus de place, je peux plus stocker de ressources. Alors j'ai aussi ma mairie, si vous regardez bien. Chaque emplacement, c'est soit pour un meeple, soit pour une ressource. Je peux aussi stocker dans ma mairie, mais alors à ce moment-là, je ne pourrais pas faire venir de meeple là où j'ai des ressources, bien sûr. Il faut faire des choix. Donc attention, quand vous produisez avec vos usines, vous mettez dans ces cases-là. Vous faites les actions dans l'ordre que vous voulez. Quand vous déclenchez les revenus, dire bah, celui il me produit ça, lui il me produit ça, là, et l'ordre est hyper important, puisque vous avez bien compris, là vous avez ressources argent, argent vote, ressources vote. Donc si vous avez des meeples qui produisent des ressources qui produisent des votes, ou alors des meeples qui produisent des ressources qui produisent de l'argent qui produisent des votes, enfin il va falloir faire des chaînes comme ça, pas en début de partie, hein, parce qu'il va falloir quand même que la partie soit avancée, et vous aurez très souvent besoin d'ailleurs d'avoir envoyé des touristes chez les voisins, parce que vous n'arriverez pas à tout faire dans votre quartier. Ce jeu est très complet, très bien, très thématique. Mais c'est un brûle-neurone, c'est un vrai casse-tête. Phase suivante, point de victoire. Attention, ça c'est fondamental. Comprenez bien que tous les meeples qui sont dans vos logements vous rapportent des points de victoire. Combien? Et attention, c'est crescendo. Regardez. Si vous avez un meeple dans un logement, il vous rapporte 1 point de victoire. Si vous en avez 2, il vous rapporte 1 plus 2, 3. Si vous en avez 3, il vous rapporte 1 plus 2 plus 3, 6. Vous avez compris, si vous en avez 5, c'est 15 points. Donc une petite maison comme ça ne vous rapportera toujours qu'un seul point. Mais par exemple, une tuile de taille 2, si vous avez qu'un meeple dedans, ça vous rapporte 1 point. Mais si vous avez 2 meeples dedans, ça vous rapporte 3 points. Donc une tuile de taille 2 avec 2 bonhommes dedans vous rapporte plus que 2 tuiles de taille 1. Et ainsi de suite. Une tuile de taille 3, vous avez bien compris, c'est 6 points. Si vous aviez une tuile de taille 2, une tuile de taille 1, c'était 4 points au lieu de 6. Donc on essaye d'avoir des tuiles les plus grosses possibles. Moi j'ai une tuile de taille 4. Une tuile de taille 4, si vous avez des gus dedans, c'est 10 points de victoire à la fin de chaque manche. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Hein. Donc vous essayez, mais alors par contre quand ils y sont, vous avez le droit de les laisser de manche en manche. Ils ne sont pas obligés d'aller travailler ou d'aller faire des courses, ils peuvent faire la sieste, mais par contre il va falloir les y laisser. Donc ça c'est embêtant parce que ça vous bloque vos meeples. Alors si je puis dire, ça les bloque, mais en fait c'est des meeples à point de victoire. C'est plus des meeples à ressources et à argent, bien évidemment. Ensuite, donc ça, c'est cette phase-là, c'est fondamental. Et la pollution, combien on pollue? Eh bien, c'est bien simple. Vous allez compter combien de bonhommes vous avez, sauf la mairie, sur votre zone. Vous allez rajouter plus 1 pour ceux qui ont bossé dans les usines, parce que l'usine pollue, et ça vous fait votre pollution. En l'occurrence, là, lui, il me rapporte 2 de pollution, parce qu'il bosse, même s'il n'est pas à moi, plus 1 parce qu'il produit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en pollution. Waouh, 11 en pollution en une manche, c'est monstrueux. Oui, mais fort heureusement, vous allez pouvoir diminuer cette pollution en construisant la seule chose dont je ne vous ai pas parlé, qui sont les parcs. Regardez, j'ai plein de tuiles parcs différentes. Quand vous construisez une tuile parc, eh ben vous retranchez au moment du calcul de cette pollution le nombre de cases de tuiles parc que vous avez. Donc là j'étais à 11, si j'avais construit ce parc-là, je suis plus qu'à 9 en pollution. Et la joueuse, qui a joué peu de pollution, avait énormément de parcs. Elle avait, je crois, 11 ou 12 cases très vite de parcs. Donc même avec 11 cases de parcs, bon, faut en construire des parcs, hein, et ben si vous faites une pollution de 11, avec 11 parcs, vous faites en fait une pollution de 0. Et pourquoi est-ce que ça c'est vraiment très important? Parce que lorsque l'on arrive en phase de pollution, évidemment donc on va monter en fonction, dès qu'un joueur dans la partie aura atteint au moins 10% de pollution dans son quartier, alors là n'importe quel joueur qui a atteint au moins 10 de pollution dans son quartier, n'importe lequel, déclenche la vérification des morts. Dès qu'un joueur a plus de 10% à sa partie, ça va arriver très très vite. Comment on fait? Eh bien, si un joueur a plus de 10%, on regarde dans cette manche qui a pollué le plus. Et celui qui a pollué le plus doit tuer un de ses citoyens qui meurt de pollution. Attention, vous pouvez tuer un touriste. Et oui, donc si vous avez des touristes, vous tuez le touriste. Et qu'est-ce qui se passe pour un citoyen qui meurt? Déjà, vous avez un meeple de moins. Ensuite, vous êtes obligé de le mettre dans une case, dans un cimetière. Il vous bloque une case, à partir de maintenant, c'est fini, vous ne construirez plus ici, il y a un cimetière. On ne construit pas au-dessus des cimetières, ça ne se fait pas, puis en plus après ça fait des fantômes. Et après, si vous avez d'autres morts, vous serez obligé de les
posé orthogonalement aux morts déjà présents. Donc ça va tout doucement vous bouffer une place. Donc il faudra bien anticiper ça, et si vous tuez un touriste, il ira faire du cimetière chez le voisin. Si vous avez construit la clinique, vous ne tuez personne à cette phase-là dans votre quartier. Ça protège de la mort de la pollution. Si vous avez construit un pompier, vous ne perdez pas vos touristes que vous auriez envoyés ailleurs. Si vous avez envoyé un de vos touristes chez quelqu'un qui pollue le plus à cette manche, et on a plus de 10% pour un joueur de pollution, il va vouloir tuer votre touriste bien évidemment, mais si vous avez la caserne de pompiers, il ne peut pas le tuer parce que vos pompiers le protègent, donc il ne mourra pas. Donc ça, c'est les deux utilités. Alors attention, regardez, quand vous avez une case, ça veut dire qu'il faut un meeple dessus pour que ça marche. Ah, ben oui, il vous faut un meeple dessus. Si vous avez juste la caserne de pompiers sans meeple dessus, ça marche pas, la protection de jeunes, je veux dire. Donc du coup, c'est quand même très important, ça vous bloque un meeple, mais par contre, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez envoyer vos meeples en touristes, même si vous avez des touristes chez le joueur qui doit perdre quelqu'un parce qu'il a trop pollué, ça sera pas votre touriste. Et là, c'est pareil, ça vous bloque quelqu'un, mais vous pouvez polluer le plus à chaque manche, vous en foutez, grâce à votre clinique, personne ne meurt. Mais attention, la pollution, c'est des points de victoire en moins en fin de partie. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Juste une petite chose, ça, on le compte là, si vous avez un meeple ici, c'est 3 points de victoire à cette phase-là. Et systématiquement, donc, mais il faut le laisser. En sachant, encore une fois, que ces bâtiments-là, quand vous construisez ces deux-là, vous pouvez immédiatement y mettre un meeple. Donc en cette phase de construction, si j'ai construit ce bâtiment-là, je peux tout de suite déplacer un de mes meeples dessus, pour qu'il soit actif tout de suite, pour qu'après, quand j'envoie par exemple un touriste, il soit protégé tout de suite. Vous pouvez. En sachant, encore une fois, que je vous l'ai répété, le prix des bâtiments est ici, parce que le bâtiment culturel, c'est toujours des ressources. Et enfin, on arrive à cette phase-là, on a fini, et ça va être de prendre un bonus. Alors quand vous voulez prendre un bonus, je pousse tout, voilà, comme ceci, et ben c'est à moi, on en est là, j'ai le droit de prendre un et un seul de mes disques et de le mettre sur un de ces cercles-là. Quand vous commencez, vous êtes obligé de mettre dans la première colonne. Manche suivante, je vais pouvoir prendre celui-là et le mettre là. C'est tout à fait possible. Manche suivante, je peux avancer, mais je ne peux qu'avancer. Vous n'avez pas le droit d'avoir vos deux disques sur la même ligne, c'est interdit. Et si je suis ici et que tout compte fait, c'est plutôt cette ligne-là maintenant qui m'intéresse, je peux, à mon tour, déplacer sur cette ligne-là, mais jamais là. Vous repartez à zéro. Et oui. Donc ça, à chaque manche, plus ça progresse, vous doutez, mieux sont les bonus. Alors ça a un coût. Quand vous mettez sur la première colonne, c'est soit un vote, soit $1, 2 votes, $2, 3 votes, $3, 4 votes, $4. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous mixez pas un peu de vote, un peu de dollars. Vous payez à chaque fois que vous voulez progresser. Ceci dit, vous voyez, si vous progressez là, vous gagnez $8, moins 4, vous gagnez $4. Enfin, il faut avoir quand même les $4 en banque pour pouvoir payer avant de gagner, évidemment, les $4. Alors donc cette progression, vous pouvez revenir ici. Par contre, si un de vos pions a atteint la dernière case ici, il est bloqué, il ne marchera plus. Non seulement il vous rapportera plus évidemment ce bonus que vous avez gagné qu'une fois à la fin de la manche, mais de toute façon vous n'avez plus à ce moment-là qu'un seul truc comme ça, qu'un seul cercle à faire avancer. Donc ça, c'est à cette phase-là, il va falloir pouvoir payer. C'est pour ça qu'avoir parfois des votes, vous vous souvenez, il y a une carte du début là qui vous donne 2 votes, ça peut vous servir parce que l'argent c'est hyper tendu, donc vous voulez pas payer de l'argent au début, donc vous préférez payer en vote pour pouvoir avancer. Alors les gains sont assez simples, un bois, 2 bois ou une pierre, 2 pierres ou un fer, 2 fers. Là, vous pouvez construire gratuitement un bâtiment de taille 1, alors en respectant les histoires d'adjacence, etc., dont je vous ai parlé. Soit vous construisez un bâtiment de taille 1, et si c'est une maison, vous mettez tout de suite un de vos meeples dessus, soit vous construisez votre raffinerie, gratuit. Ici, un bâtiment de taille 2, et vous pouvez à la place construire la police, ou, j'ai oublié de vous parler de la police, ou votre raffinerie, ou votre port. Alors la police, oui, parce que je ne l'ai pas sortie, oui, elle est là, dans un autre sachet, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. La police, il faut savoir que c'est juste... Pardon, c'est ça, et quand vous posez ça quelque part, et que vous mettez un meeple dessus pour l'activer, à ce moment-là, vous n'avez, toutes les cases qui sont influencées par cette caserne de police, aucun touriste ne peut y venir. Dans cette situation-là, si j'avais la police là et un meeple dessus, ici, là, sur cette case-là, aucun touriste ne peut y venir. Ça vous protège des touristes. Ça vous protège vos cases des touristes, la police. Donc ça peut être intéressant. Donc là, c'est police ou port ou raffinerie à construire. Là, c'est un bâtiment de taille 3. Et vous ne le payez pas. Vous ne payez pas les 3 pièces. Un bâtiment de taille 3 ou bien les pompiers. Alors, j'ai dit, vous ne payez pas les 3 pièces, qu'avec ça, vous ne pouvez pas construire de bâtiments culturels. C'est pas les bâtiments culturels. C'est pour ça qu'il y a les couleurs. Ici, quand vous arrivez à la fin, c'est un bâtiment de taille 1 à 4 au choix. Vous vous foutez des adjacences, sauf toujours pas de bâtiment résidentiel à côté,
d'usine, ça je vous l'ai dit, ça marche toujours. Mais toutes les autres règles d'adjacence pour la taille du truc, vous en foutez. Donc construire un taille 4, c'est souvent compliqué parce que notamment pour avoir, attention de ne pas vous tromper, une zone résidentielle de taille 4, il faut que la tuile où vous la posez, si vous la construisez là direct, il faut que la tuile où vous la posez, elle soit influencée par 4 bâtiments culturels. C'est quasi impossible ça. Hein. Un taille 4, on l'agrandit en construisant des bâtiments culturels au fur et à mesure de son agrandissement. Bon avec ça, vous pouvez poser votre taille 4 si vous voulez, vous ne le payez pas et peu importe qu'il n'y ait pas de bâtiment culturel à côté. Donc, généralement c'est ce qu'on fait. Hein. Sinon c'est soit les pompiers, soit la police, et soit le port, soit la raffinerie. Bon ça, cette ligne-là est quand même très bien, mais celle-là elle est bien aussi, c'est 1, 3, 5, 8 dollars ou 1, 3, 5, 8 votes. Même à la fin, vous pouvez même transformer 4 dollars en 8 votes, hein, du coup, puisqu'il faut payer 4 dollars. Donc ça c'est quand même très bien. Et celle-là, c'est ça qui vous permet d'aller chercher vos meeples qui sont là, vous savez. Regardez, là je prends un meeple, là je prends un meeple, là je prends deux meeples, là je prends deux meeples. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout simplement. Alors là, il y en a 8, mais parce que je pense que vous pouvez tout à fait faire, comme il y a 4 cases, là vous en avez 8, vous pouvez tout à fait 1 meeple, 2 meeples, 3, 4 meeples, je change de zone, 4 meeples, maintenant je viens avec mon deuxième, 5 meeples, 6 meeples, 7 meeples, 8 meeples, j'ai fait 8 meeples, vous voyez, vous pouvez aller les chercher en zappant comme ça entre vos deux pions, c'est pour ça qu'il y en a 8. Mais là, c'est juste pour gagner ces meeples-là supplémentaires. En plus, autre intérêt, les meeples que vous gagnez vont dans votre mairie, là. Alors si la mairie est pleine, ils vont dans votre zone de carrière, mais ils vont dans votre mairie. Donc ça, c'est quand même très important. Puis quand on arrive là, on regarde qui est le premier joueur. Le premier joueur, soit c'est celui qui a utilisé la carte pour devenir premier joueur, soit c'est le joueur qui suit dans l'ordre du tour. Hein, tout simplement, on passe le pion au joueur suivant dans l'ordre du tour, et puis il va être gêné parce qu'on va lui poser son truc là, hein, tout simplement. Voilà, c'était Small City. Alors je vous dis, alors c'est très bien, mais c'est compliqué, mais mon Dieu que c'est compliqué. Alors je vous ai dit qu'il y avait une boîte d'extension, je vais pas vous les détailler, mais enfin c'est quand même très bien. Déjà dans cette boîte d'extension, vous avez une chose qui est très très bien, c'est que vous avez plein de plateaux alternatifs pour vos villes. Donc ça c'est quand même très chouette, et c'est peut-être le truc qui me plaît le plus, moi, si j'arrive à tous vous les attraper, ce qui n'est pas très simple. Voilà, voilà, tout fait tomber, bon c'est pas grave, tombera pas plus bas. Donc vous avez, regardez, plein de plateaux alternatifs, en plus qui sont recto-verso, donc avec des rivières qui viennent vous embêter, il y a différentes règles, vous avez des montagnes, comme vous pouvez voir, avec différents types, et puis encore des rivières, et puis vous avez des villes, vous voyez, là vous avez Séoul, avec des emplacements particuliers, là vous avez Delhi, voilà, et donc avec des règles particulières, Hong Kong, elles sont toutes recto-verso. Alors ça c'est super, hein, ça c'est plein de plateaux différents pour faire varier vos parties. Après, je vous le dis très vite, hein, mais vous avez des bâtiments, alors vous avez des aéroports, hein, je vous les montre dans les sachets, vous avez des bâtiments qui sont pour le commerce, des banques, vous avez aussi là, j'y arrive pas, bon peu importe, hein, voilà, si ici, ça c'est pour mieux produire, ça c'est pour, vous voyez, diminuer la pollution, c'est des centres de recyclage, donc vous pouvez diminuer la pollution, augmenter la production de vos usines et augmenter la rentabilité, donc la production d'argent de vos zones commerciales. C'est à ça que ça sert, hein, aéroport, recyclage et ça je sais plus ce que c'est, et banque je crois. Donc ça vous permet encore une fois d'avoir de meilleurs rendements sur vos productions. Bon, en sachant que vous avez des cartes en plus, des cartes objectifs en plus qui correspondent donc au nouveau bâtiment. Donc en gros, c'est les points de victoire pour les construire. Alors, vous avez vu l'aéroport, ça va être compliqué. Alors, ça vous rapportera beaucoup plus de ressources, mais ça va être compliqué à construire parce que vu la forme du machin, hein, puis le prix que ça va pas être quand même tout à fait simple. Alors après, vous avez aussi une extension avec des nouveaux meeples qui sont les médecins. Alors les médecins, en fait, ils ressuscitent les morts, donc ça vous permet de virer des meeples qui sont morts et de les récupérer, et puis surtout de vous refaire de la place. Vous avez aussi les centrales énergétiques. Alors ces centrales énergétiques, toutes nucléaires, en fait, vous les poserez en haut de votre plateau ici. Elles prennent 1, 2 ou 3 ou 4 cases, et en fait, pour pouvoir construire des bâtiments, il va falloir qu'un morceau du bâtiment touche une colonne qui est influencée par le bâtiment énergétique. Alors il faut falloir bien les placer, de façon à ce que, selon leur taille, vos bâtiments touchent les colonnes qui sont couvertes par la production d'énergie. Ça complique. Alors, évidemment, ça, c'est pour les gens qui ont commencé à bien comprendre le jeu et qui, alors il y a toujours des cartes en plus, qui veulent compliquer un petit peu la tâche, enfin un petit peu, c'est plus qu'un petit peu. Ça, c'est pour assez rapidement avoir de la variabilité, pouvoir aller plus loin dans sa stratégie, argent, ressources, grâce à ça, avec les cartes qui vont avec. Là, vous avez d'autres bâtiments. Là, ça, je vous avoue que j'ai pas regardé, mais c'est des bâtiments spéciaux qui coûtent cher et qui vous rapportent des choses. Vous voyez, ça, c'est l'opéra de Sydney, si je dis pas de bêtises. Et ben, ça m'a tout l'air d'être Big Ben, qui va vous rapporter des choses. Et enfin, dernière chose, vous avez aussi 2 autres cartes bonus. Hein, donc ça peut vous... c'est, vous savez, les cartes du départ, là où on choisit son bonus. On en a 2 autres. Alors, d'abord, ça vous rapporte 2 bonus différents qu'on n'a pas dans le jeu de base. Autre chose, du coup, vous avez trop de cartes. Hein, puisque il y en a 8 qu'on met en cercle, si vous rajoutez ça, vous en avez 10. Donc du coup, au début de chaque manche, quand vous mélangez, vous allez remettre les cartes, mais elles n'y seront pas toutes.
Il en manquera 2. Alors ça, moi j'aime moins parce que du coup il y a du hasard. C'est-à-dire que si vous aviez prévu utiliser tel bonus en début à la manche suivante et qu'avec vos 10 cartes, il sort pas, vous ne pourrez pas le faire. Alors ça me plaît pas. Donc je trouvais ça une bonne idée de mettre ces nouvelles cartes bonus, mais au final, mais à cause de ce hasard qui fait que toutes les cartes ne sortent pas à chaque manche, ça me gêne. Vous avez une stratégie, elle peut être cassée par hasard parce que vous n'avez pas la bonne carte bonus qui sort. Vous pensiez prendre le premier joueur, bon ok on va vous embêter, mais parce que vous vouliez à tout prix ce bonus là pour cette manche, pas de bol, elle sort pas. Parce qu'il sort que 8 cartes sur 10. Ça, c'est pour moi un problème. Donc après, chacun de voir. Hein, si ça peut vous amuser, ça vous amuse. Enfin, une dernière extension que je n'étaye pas trop, c'est Godzilla. Ouais, c'est complètement improbable. Vous voyez, avec des jetons nucléaires. Alors, Godzilla, il faut savoir que pour y jouer, cette extension, il vous faut un D6 qui n'est pas fourni dans la boîte. Alors, je ne comprends pas pourquoi du tout, mais il n'y a pas le D6 dans la boîte. Bon, écoutez, c'est pas ça qui va vous ruiner, parce qu'un D6, ça coûte pas cher, on en a tous chez nous. Enfin, je comprends pas bien pourquoi il n'y est pas. En fait, Godzilla, vous verrez, il peut apparaître. Alors, je ne vous rentre pas les détails. Puis il va se balader, puis il détruit tout. Il vous tue les gens. Il vous fout de la radioactivité pendant une manche. Vous pouvez rien construire. Voilà. Donc, il embête tout le monde avec une forte part de hasard, avec un jet de dés. Alors, il y a des gens que ça peut éclater, ce genre de choses-là. Ça change complètement le jeu pour moi. Hein. Il y a un côté ludique, amusant, rigolo, fun, quoi. Moins sérieux, moins Eurogame. Moi, dans ma tête, ça matche pas trop bien avec la grande qualité d'Eurogame de ce jeu. Si ça vous plaît, allez-y, tentez, vous avez bien compris que c'est pas ma tasse de thé, hein, donc je rentre pas trop dans le détail. Alors ces extensions, surtout je pense, voilà, les plateaux comme ça, différents, ça c'est super, hein, ça je vais les utiliser, c'est très très bien. Les nouveaux bâtiments comme ça c'est très bien, pour augmenter sa stratégie, être plus fort dans sa stratégie de production de ressources ou d'argent, même si ça devient compliqué, c'est vraiment très très bien. Les usines là, où ça nous limite nos placements encore plus, ça sera quand je maîtrise bien le jeu, quoi. Hein. Pas avant, pas la peine de se rajouter un caillou dans la chaussure, car vous verrez dans ce jeu, vous allez beaucoup réfléchir, c'est un casse-tête, optimisez, fixez-vous des buts stratégiques et allez là-dedans. Vous ne construisez pas assez d'usines, bon, les usines font un minimum parce que c'est ça qui vous ramène quand même vos meeples, mais vous en construisez à minima. Construisez un minima, mais allez en touriste chez les autres. Si vous faites ça, va peut-être vous falloir avoir les pompiers. Sinon, à cause de la pollution, ils risquent de vous tuer les terroristes. Donc, mais vous partez là-dessus. Ok, peu d'usines, je m'embête pas trop. Un minimum pour quand même ramener des meeples de temps en temps. Les pompiers et le métro si possible. Et j'envoie tout ça chez les voisins pour bosser. Et en plus, j'ai moins de pollution. Tout ça, ça s'inscrit dans les stratégies. Donc, ce jeu est très riche, très stratégique. À chacun de bien réfléchir à ce qu'il doit faire et hyper thématique. Enfin, je veux dire, chaque truc est thématique. Ça, c'est le conseil municipal qu'on influence, donc on a des cadeaux. Bonjour, monsieur le conseiller municipal, c'est moi, je suis sympa, je vais être élu, file-moi ça. Tout est super thématique. Là, dans la construction de la ville, c'est parfaitement bien fait. Donc ce jeu est très bien fait. Il fait pas le buzz, il fait pas beaucoup parler de lui, mais c'est dommage parce qu'il le mérite, malgré des petits défauts. Il n'y a pas le dé, là, je comprends pas. Vous avez les cartes qui sont pas expliquées. Je parle des cartes objectifs fin de partie. Vous savez, je vous ai montré en point négatif, point positif. Elles sont pas expliquées dans la règle, ou alors j'ai pas trouvé. J'ai vraiment cherché. Il faut aller sur BGG pour aller la trouver. Bon, ça pareil, c'est un petit peu dommage. Quand on bouge les meeples, comme on peut pas retourner travailler là où il y avait un meeple, j'ai dû rajouter des cubes dans le jeu, hein, parce que sinon très vite on sait plus ce qu'on a enlevé, ce qu'on a mis. Faut pas oublier de les mettre puis de les enlever par la suite. De même, le système où tous on construit des tuiles, j'aurais aimé un petit système dans le jeu simple pour mettre quelque chose sur la tuile qu'on vient de construire, pour contrôler. Bon, allez, il suffit de mettre l'argent qu'on dépense ou les ressources qu'on dépense, comme ça nous permet aussi de vérifier qu'on a ce qu'il faut. Mais voilà, c'est des petites adaptations pas de règles du tout, mais de matériel qui aurait pu être faites, d'autant plus que c'était les mêmes problèmes sur la toute première version du jeu. Et on retrouve les mêmes problèmes sur la version suivante, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout été amélioré, je ne sais pas pourquoi. J'imagine que l'auteur estime que c'était pas utile, moi j'estime que c'est utile, donc chacun voit midi à sa porte, ma foi. Mais ces cubes-là, pour moi, ils sont indispensables, hein, parce que sinon, franchement, très vite, merde, est-ce que ça c'était dispo? Je sais plus si j'y faisais travailler quelqu'un avant, vous avez un cube, vous ne posez plus de questions. Voilà, c'était Small City, malgré ces petits défauts de matériel dont je viens de vous parler, je vous le conseille plus que vivement, c'est très bien. Et même si les extensions ne sont pas indispensables, même si celle-là est pour moi complètement dispensable, par contre avec tous les autres plateaux et les bâtiments, ça vaut le coup quand même aussi. Donc voilà, je ne pourrais que trop vous le conseiller. Petit rajout juste avant de ranger, parce que j'ai complètement oublié, j'ai oublié ces cartes-là. Alors c'est pas très grave, hein. En fait, il faut savoir que quand vous payez ici, vous savez, là en vote ou en argent, vous avez une variante qui est d'utiliser ces cartes en fait. C'est-à-dire que vous posez ces cartes là, vous en prenez alors le nombre inverse de la colonne, c'est-à-dire colonne 1, vous en prenez 4, 3,
puis plus qu'une. Donc j'en prends, mettons, première colonne, j'en prends 4. Je les regarde. En fait, c'est des choses que je dois faire, que je suis obligé de faire, un peu comme les cartes objectives, sauf qu'elles ne me rapportent pas de points, mais si je le fais pas, je perds des points. Donc c'est moins bien. Mais par contre, si vous faites ça, vous ne payez pas. Donc ça vous permet de ne pas payer quand vous prenez les bonus ici, ce qui est quand même assez fort, mais par contre vous vous obligez à faire quelque chose. Alors autant si vous faites ça pour la première colonne qui ne vous coûte pas grand chose, vous prenez 4, vous en choisissez une, donc normalement ça va. Par contre dans la dernière colonne, alors c'est fait exprès que ce soit comme ça, vous n'en prochez qu'une et vous serez obligé de le faire. Bon alors évidemment ce genre de choses là, moi ça ne me va pas parce qu'il y a beaucoup de hasard. Si je choisis de faire ça, alors vous me dites vous pouvez payer aussi, hein. Oui certes, mais si je choisis de faire ça, que je retourne et il se trouve que c'est un truc que j'ai déjà fait, et ben en gros j'ai eu ma dernière colonne qui est un max de bonus gratos quoi. Bon, sinon je perds 5 points de victoire. Donc en gros, mon bonus il devient plus très intéressant. Juste le hasard de tirage de cartes sur la dernière colonne. Vous allez me dire, on n'est pas obligé de le faire. Oui, mais alors du coup, pourquoi le mettre en jeu, hein? Donc voilà, ce hasard, moi, me va pas. Alors, j'ai déjà pensé à une variante, hein, c'est vous mettez le tas, vous en mettez 3, tac, comme ceci, en permanence, hein. Tac, vous en retournez une. Voilà, et ce que vous pouvez faire, si vous êtes en première colonne, vous virez les 3, vous les mettez dessous, vous mettez celle-là là, vous replacez à 3, vous êtes obligé d'en prendre une, des 3. Si vous êtes là, eh ben, vous avez le droit d'en virer 2, de la mettre en dessous, de reglisser, et vous en choisissez une. Si vous êtes là, vous avez le droit d'en virer qu'une, et si vous êtes là, vous êtes obligé d'en prendre une des 3. Alors comme ça, elles sont visibles, il n'y a plus de hasard, et vous voyez si vous voulez le faire ou pas, et qui plus est, vous pouvez le faire aussi pour virer une des cartes qui pourrait arranger un de vos petits copains. Alors il reste le hasard de ce que vous allez tirer, bien sûr, mais il y a un petit peu moins de hasard, ça le tempère un peu. Ou alors pas l'utiliser. Moi je pense que je l'utiliserai pas, ça, c'est pour ça que j'ai oublié, hein, du coup, de vous le présenter. Voilà, bon jeu!